On va commencer par les fractures et ensuite on fera les pseudarthroses. Donc un petit mot pour le rappel anatomique. Vous avez eu une bonne session d'anatomie juste avant. Le scaphoïde, ça vient de scapher en grec et ça veut dire bateau. Et ça rappelle un petit peu sa forme particulière. Le scaphoïde, c'est essentiellement du cartilage, à 75% de sa surface, et il a de nombreuses articulations. Donc il y a la radioscaphoïdienne, la scapholinaire, la scaphocapitale, la scaphotrapézienne et la scaphotrapézoïdienne. Ça implique forcément que la fracture du scaphoïde, c'est une fracture articulaire et qu'on va avoir des critères de réduction articulaire importants et il va falloir regarder ça sous tous les angles. Donc globalement, ça se définit avec un pôle proximal et un corps et un tubercule ou pôle distal. Il y a un élément important du scaphoïde que vous voyez qui n'est pas coloré et qui n'est pas une zone cartilagineuse, c'est la crête dorsoradiale. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a plein de petits orifices à cet endroit-là. Et en fait, c'est là que 80% de la vascularisation va rentrer. Et on voit aussi sur le pôle distal qu'il y a une zone sans cartilage également et où il y a encore quelques petits orifices sur le plan vasculaire. Voilà. Donc le rôle du scaphoïde, c'est de faire le lien entre la rangée proximale et distale du carpe, de transmettre les contraintes et il a un rôle bien évidemment majeur. C'est l'os du carpe le plus volumineux. Un mot sur la vascularisation du scaphoïde, parce que les problématiques de consolidation et d'ostéonécrose qui lui sont assez propres sont bien évidemment liées à sa vascularisation. Je ne vais pas rentrer dans les variations anatomiques, mais schématiquement, il y a une vascularisation qui vient de l'arche carpienne dorsale et une vascularisation qui vient d'une branche palmaire superficielle. Les deux sont le plus souvent, sont originaires de l'artère radiale. Donc la crête dorsoradiale est le point d'entrée de 80% des vaisseaux, on le voit sur des schémas ici, avec cette vascularisation qui va se faire par voie rétrograde, et on aura une vascularisation du pôle distal qui sera beaucoup plus riche et beaucoup plus importante par la partie palmaire. Donc bien évidemment, le pôle proximal n'a pas de vascularisation propre. Alors maintenant, il y a quand même de plus en plus d'études qui tendent à dire qu'il y aurait une vascularisation par le DCSS et par tout l'environnement scapholinaire, mais en tout cas, c'est loin d'être la vascularisation principale. Et la forme anatomique classique, c'est qu'il n'y ait aucune anastomose entre ces deux vaisseaux, entre ces deux réseaux, pardon. Donc on comprend bien que quand on a une fracture en plein corps du scaphoïde, la partie proximale, du coup, a sa vascularisation qui est interrompue. Un petit mot pour les rappels anatomiques. Alors, je ne vais pas revenir sur toute l'anatomie ligamentaire, on va aller à l'essentiel. En palmaire, il y a des ligaments importants dont il faut tenir compte pour le scaphoïde. C'est le ligament radioscaphocapitate. Il y a un ligament scaphocapitate qui est aussi un peu moins important. Et puis toute la sangle STT qui va être responsable de la flexion du pôle distal sur du scaphoïde sur les fractures déplacées. En dorsal, on va avoir le fameux dorsal intracarpien, le DIC, donc qui est tendu ici entre le triquétrum et le scaphoïde, le trapèze et le trapézoïde. Bien évidemment, la portion dorsale du scapholinaire, qui est la portion en tout cas mécaniquement la plus importante, et le ligament radiotriquétral dorsal dont M. Rongière vient de vous parler. Ce dorsal intracarpien, il est vraiment important. Il s'insère sur la crête dorsoradiale. Il peut y avoir aussi des expansions à la partie dorsale du SL. En fonction de la zone fracturaire par rapport à cette intersection, on va avoir une fracture qui va se déplacer ou pas et qui sera instable ou pas. Sur le tubercule distal va s'insérer le radioscaphocapital et il n'y a aucune insertion tendineuse sur le scaphoïde. Voilà. On peut avoir un rôle de stabilisateur dynamique avec notamment le long extenseur radial du carpe ou le fléchisseur radial, qui sont notamment les tendons qui, on va dire, sont à proximité et qui le recouvrent, mais il n'y a pas d'insertion tendineuse. Donc, comme je le disais, on le comprend bien avec ce schéma, les fractures proximales à l'insertion du dorsal intracarpien au niveau de la crête dorsoradiale sont plus stables et offrent peu de déplacement. Par contre, les fractures distales à l'insertion du DIC font ce que l'on appelle la humpback deformity, c'est-à-dire qu'on va avoir une flexion du pôle distal avec la traction de la sangle STT et une bascule en dorsale du pôle proximal, notamment sous l'action du scapholinaire. Et donc, on va avoir ce DISI également.
Rapidement, un mot sur l'épidémiologie. La fracture du scaphoïde, c'est la fracture la plus fréquente au niveau du carpe. C'est souvent des hommes jeunes sportifs, bien que maintenant il y ait de plus en plus aussi de femmes, hein, notamment au rugby ou dans ces sports, on va dire, de compétition comme ça. Le plus souvent, c'est des traumatismes à basse énergie. Donc, on tombe sur la main, poignée en extension, pronation et souvent en inclinaison radiale. Et puis, on peut avoir rarement des traumatismes à haute énergie avec tout ce qui est fracture, luxation périlunaire. J'en parlerai très peu aujourd'hui puisque Marine vous fera le cours vendredi, je crois, là-dessus. La problématique essentielle du scaphoïde, c'est que quand c'est sur des traumatismes à basse énergie, c'est quelque chose de polysymptomatique et qu'on peut avoir des fractures occultes que l'on ne voit pas à la radio. Comme c'est un os qui est mal vascularisé, si on ne le prend pas en charge bien au départ, ça va aboutir à ou un calvicieux ou une pseudarthrose et de façon terminale au fameux snack wrist. Voilà. Et on peut avoir également aussi des problématiques d'ostéonécrose du pôle proximal. Donc c'est vraiment important de le dépister, de le prendre en charge d'emblée de façon adaptée. Comment on diagnostique une fracture du scaphoïde du fait de cette problématique de retard diagnostique et de fracture occulte, hein. Il y a eu plein d'études dans la littérature pour essayer de mettre en place un algorithme clinique et ils ont regardé sensibilité, spécificité, les valeurs prédictives de tous ces tests cliniques. En fait, je vous ai mis là, les valeurs avec le nombre de tests qui ont été faits. Il n'y a jamais rien qui permet d'avoir une sensibilité, une spécificité à 100%. Là, je vous ai mis les 5 principaux tests cliniques qui, à mon avis, sont réalisables en routine et qui ne nécessitent pas, on va dire, de réfléchir et de causer des cases et de cocher la liste, quoi. Donc, vous avez la douleur à la palpation de la tabatière anatomique, bien évidemment, la palpation du pôle distal, la compression de la colonne du pouce, on n'y pense pas toujours, tout comme la douleur lors de la pince pouce-index, et enfin la douleur à l'inclinaison ulnaire. Bon, après, vous ferez ce que vous voulez, mais c'était histoire d'avoir quand même quelques tests assez pertinents sur le plan clinique. Là encore, en imagerie, bon, évidemment, on peut faire des incidences face-profil de poignet. Il y a des incidences scaphoïdiennes typiques, donc la face en inclinaison lunaire. On peut faire des 3/4 semi-pronation en semi-supination. Il y a la face point fermé avec l'inclinaison lunaire, c'est les incidences là, de Schreck. Les incidences crayon, hein, comme vous voyez ici, en fait, c'est-à-dire qu'on mime la position du crayon, comme si on prenait un crayon dans la main. Donc ça, c'est toutes les incidences radio, et puis il y en a encore plein d'autres qui permettent de dérouler le scaphoïde, de voir alternativement mieux le pôle proximal, le pôle distal, et d'essayer de limiter la problématique des fractures occultes. En pratique, pour vous y retrouver, je vous ai mis les recommandations du Collège américain de radio, qui dit qu'il faut faire 4 incidences, la face, le profil, la face en inclinaison lunaire, et on va dire un 3/4 en semi-pronation. Ça permet de visualiser bien le pôle proximal, bien le pôle distal. Et en fait, ils ont fait toute une étude qui montre que globalement, les fractures que l'on voit sur les autres incidences spécifiques pour le scaphoïde, on arrive à les voir sur ces 4 incidences-là. Donc voilà, si vous êtes aux urgences et que vous ne savez pas, ben voilà, vous savez que maintenant qu'il y a 4 incidences, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Malgré tout, il y a 20% des cas où le bilan radio est négatif. Et quand la prise en charge est mal réalisée d'emblée, on a des taux de pseudarthrose. Alors là, je vous ai mis 12% des cas, mais les taux sont assez variables selon les études. Et tout ça pour vous montrer qu'il y a quand même une importance des problématiques de ces fractures occultes. Donc, bien évidemment, le scanner, il est, je veux dire, quasi indispensable, déjà pour faire le bilan de ces fractures occultes, si les radios sont normales et que vous avez une suspicion clinique forte, mais en préopératoire pour regarder la comminution et le déplacement. Là, je vous ai mis une radio de face où on a l'impression que finalement le scaphoïde est assez peu déplacé. On voit qu'il y a une image lithique comme une kyste centrale. Et puis quand on voit l'image du scanner à côté, on ne se pose absolument pas la question de savoir s'il faut l'opérer ou pas. Bien sûr, il faut l'opérer. Ça permet aussi d'avoir le bilan des lésions associées. On peut avoir des arrachements ligamentaires au niveau des insertions du radio triquétral dorsal, des lésions du radius distal associées. C'est, on va dire, le gold standard pour être sûr de la consolidation, faire le diagnostic de pseudarthrose. On voit maintenant, on a des séquences particulières qui permettent d'avoir des diagnostics, des belles images, même s'il y a du matériel à l'intérieur. Et puis, pour faire le point sur la greffe, est-ce qu'elle est ostéo-intégrée ou pas. L'IRM aussi, qui a un intérêt tout particulier pour, d'une part, le diagnostic de fracture occulte, puisque c'est vraiment l'examen qui a la meilleure sensibilité, la meilleure spécificité.
Le problème, c'est que c'est quand même très difficile d'avoir un IRM accessible sous 7 à 10 jours après un traumatisme du poignet. Ce qui est intéressant sur l'IRM, c'est qu'on peut faire le diagnostic de toute douleur, on va dire, du bord radial du poignet, avec des lésions ligamentaires de la sangle STT par exemple, des fractures occultes du radius distal ou de simples contusions osseuses. Et puis, bien évidemment, l'IRM avec injection de gadolinium, et puis il y a certaines séquences spécifiques d'IRM qui permettent de, on va dire, poser de façon quasi certaine le diagnostic d'ostéonécrose du pôle proximal. Voilà. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on fait quand on a un patient aux urgences qui a une douleur au bord radial du poignet avec une suspicion clinique importante, mais que la radiographie est normale? Donc là, pareil, je vous ai mis un algorithme d'une équipe américaine. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de suivre celui-là, mais globalement, ils font les. C'était le collège des chirurgiens orthopédiques américains qui avait publié ça. Vous faites les 4 incidences radiographiques dont on a parlé tout à l'heure. S'il n'y a pas de fracture visible, vous immobilisez le patient pour 1 à 2 semaines. Pendant ces 1 à 2 semaines, vous pouvez soit d'emblée programmer l'IRM, le scanner ou autre. En pratique, ça sera surtout ça. Ou alors le réévaluer précocement à J7, J10. Et à ce moment-là, selon votre réévaluation clinique et radiographique, programmer IRM et scanner. Moi, je trouve que le fait de pouvoir les réévaluer à 7-10 jours, c'est quand même, on va dire, le plus pratique. Déjà parce que souvent, ils sont examinés aux urgences par les urgentistes, vous ne ferez pas le même examen clinique. Et puis que ça laisse autant le patient quand même de dégonfler un peu, d'avoir le poignet qui se décongestionne, ils sont moins algiques et on a un examen qui est quand même plus pertinent. Voilà. Là, je vous ai mis pareil une image d'une fracture strictement non déplacée qu'on voit très bien sur le scanner et puis sur la radio. Si on la cherche, on peut avoir un doute, mais en tout cas, il n'y avait aucune certitude diagnostique sur cette radio. Là, je vous ai mis un travail du service que Stéphanie Delclos a fait avec notre équipe de radiologues, où en fait on a comparé l'IRM avec le CBCT, donc le Conbeam CT. C'est une espèce de petit scanner qui en fait irradie beaucoup moins, coûte moins cher qu'un scanner qui est utilisé notamment en dentaire, ils en font pas mal, des Conbeam. Et donc on a comparé ça avec l'IRM. Je vous ai mis là les valeurs sensibilité, spécificité qui sont relativement bonnes et en fait qui ont permis de faire le diagnostic d'autres fractures, donc diagnostic différentiel, mais aussi le diagnostic de fractures occultes du scaphoïde, qu'elles soient corticales ou trabéculaires, c'est-à-dire parfois que ces fractures n'atteignent pas la corticale, c'est uniquement des fractures au sein de l'os spongieux, et même avec un CBCT, on arrive à les voir avec une résolution qui est satisfaisante, et ça c'est un examen, vous l'aurez en pratique à mon avis beaucoup plus accessible, et sera beaucoup moins cher qu'un IRM. Voilà. Donc dans quand même 50% des cas dans cette étude, les patients qui ont eu un bilan d'imagerie après suspicion de fracture scaphoïde et des radios négatives, ben, il y avait quand même un diagnostic à faire derrière. Donc ça permet d'insister sur le fait qu'il faut aller chercher une imagerie complémentaire. Ce n'est pas de l'excès d'imagerie. Voilà. Qu'est-ce qu'on regarde sur les mesures radiographiques quand on a eu un traumatisme du poignet, une fracture du scaphoïde? Bien évidemment, on va regarder s'il y a un DISI, parce que si déjà il y a un DISI à la phase aiguë, ça veut dire que la fracture du scaphoïde est forcément déplacée. Et ça aura une implication pour la suite et pour le contrôle réductionnel. Donc, comment on mesure un DISI? On mesure un DISI avec l'angle scapho-lunaire. Bon, ça, je pense que Marie nous en reparlera vendredi. Moi, je vous ai mis l'angle radio-lunaire et l'angle capitolunaire. Donc, à chaque fois, vous prenez une droite qui passe par les 2 cornes du lunatome. Vous tracez la perpendiculaire à cette droite, ça vous donne l'axe du lunatome. Et cette droite, vous la comparez, cet axe du lunatome, vous le comparez ou à l'axe du capitate ou à l'axe du radius. Si jamais ça fait plus de 15 degrés, ben c'est qu'il y a un DISI. Un autre élément important, c'est le latéral intrascaphoïde angle. Dans la littérature, si vous vous intéressez un petit peu aux fractures du scaphoïde et aux pseudarthroses, c'est, je pense, le paramètre radiographique. Je n'ai pas voulu vous inonder, il y en a d'autres, mais à mon avis, s'il y en a un à retenir, c'est celui-là. Donc, vous prenez des coupes, alors évidemment, il faut le faire plutôt sur un scanner, vous prenez des coupes sagittales. Vous tracez un trait au niveau du pôle proximal, un trait au niveau du pôle distal, vous prenez la perpendiculaire à chaque axe, et ça vous donne ce intrascaphoïde angle. Si cet angle est supérieur à 35 degrés, comme on le voit, ça veut dire que le scaphoïde s'est fléchi, et donc vous avez le fameux humpback deformity. Voilà. Rapidement sur les classifications, la classification de Herbert qui est un peu incontournable et qui prend en compte la stabilité. Donc,
Je vous laisserai relire ça tranquillement. Le type A, grosso modo, c'est les fractures stables, elles sont ou distales ou incomplètes. Le type B, c'est les fractures instables, c'est-à-dire tout le reste. Le pôle proximal, les fractures luxation, des fractures qui sont avec un trait oblique ou déplacé ou comminutive. Et puis tout ce qui est C et D, ça on en parlera tout à l'heure. Il y a aussi la classification de Russe que l'on retrouve beaucoup dans la littérature, enfin maintenant un peu moins, mais on en entend quand même parler, qui regarde l'orientation du trait, qui définit un trait ou vertical oblique, ou horizontal oblique, ou transverse. Et puis, en fait, l'élément important finalement, c'est le paramètre de la stabilité, et on comprend aisément qu'un trait vertical oblique est le trait le moins stable. Donc même si cette fracture peut être au départ peu déplacée, il faut avoir ce concept d'évolutivité, de stabilité en tête, par rapport à l'orientation du trait. Et enfin, la classification de Schoenberg, qui je pense maintenant est un petit peu dépassée parce qu'elle est assez difficilement reproductible selon la topographie. Je pense que maintenant, ce qu'il faut retenir, et je vous ai mis là les références d'un article beaucoup plus récent, c'est l'atteinte du pôle proximal, du pôle distal ou du corps. Donc globalement, quand votre trait de fracture est en regard de l'interligne SL, c'est un pôle proximal. Quand c'est au regard de l'interligne STT, c'est un pôle distal. Et tout le reste, c'est le corps du scaphoïde. Voilà. Donc les indications, on va faire des grosses généralités, mais les fractures du pôle distal, quasi-totalité, la grande majeure partie du temps, on les traite orthopédiquement. C'est très bien vascularisé, ça va très bien consolider. Le pôle proximal, c'est l'inverse, donc il faut les opérer. Et puis la fracture du corps du scaphoïde, si elle est instable ou déplacée, on l'opère. Si elle est stable ou non déplacée, c'est là qu'on commence à discuter. L'option chirurgicale ou l'option orthopédique se discute, et on reverra tout à l'heure sur la littérature, il n'y a aucune supériorité, ni de l'un ni de l'autre. Pour les fractures du pôle distal, je vous ai mis la classification de Prosser là, qui détaille un petit peu plus ces types articulaires. La vascularisation donc, est riche, donc on atteint une consolidation rapide entre 6 et 8 semaines. On peut l'immobiliser en traitement orthopédique avec une immobilisation, une simple manchette AB. Il n'y a pas besoin d'immobiliser le pouce, il n'y a pas besoin d'immobiliser le coude. Ça a été largement démontré dans la littérature. Quel que soit le type de fracture du scaphoïde, on n'a aucun intérêt à bloquer ni le pouce ni le coude. On ne gagne pas de temps sur le timing avec la consolidation, la survenue de la consolidation. Il n'y a pas plus de consolidation si on bloque le pouce et le coude. Le concept de calvitieux et de pseudarthrose reste très très rare, et surtout c'est des patients qui sont peu symptomatiques dans la littérature. Les grosses méta-analyses retrouvent environ 4% des pseudarthroses du scaphoïde qui concernent le pôle distal, et même si on va avoir un calvitieux, à 10 ans de recul, il y a très très peu d'arthrose STT, et même chez les rares cas d'arthrose STT, les patients ne sont pas gênés. Voilà. Donc vraiment le pôle distal, retenez le traitement orthopédique, sauf cas exceptionnel, mais en tout cas, c'est ça la chose à retenir là-dessus. Pour ce qui est le pôle proximal, bon, là c'est pareil, on va être assez catégorique. La vascularisation rétrograde fait que la consolidation attendue est beaucoup plus longue, 3 à 6 mois, qu'on a un risque d'ostéonécrose qui est important. Et on conseille pour le suivi et s'assurer de la consolidation, en tout cas de faire un scanner. L'intérêt de l'ostéosynthèse, c'est qu'on augmente ce taux de consolidation, qu'on diminue bien évidemment la durée d'immobilisation, et que la consolidation est beaucoup plus rapide. Donc là, on voit qu'à 9 semaines après un traitement chirurgical, on a 95% des cas qui ont consolidé, alors que sur un traitement orthopédique, il y en a 77 à 16 semaines. Donc pour le coup, pour les patients, c'est quand même pas du tout les mêmes suites, et je pense que si vous leur proposez les deux en ces termes-là, ils ne vont pas hésiter longtemps. Les fractures, même non déplacées du pôle proximal, consolident mal. On a des taux de pseudarthrose qui sont quand même importants, donc je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions. La balance bénéfice-risque est largement en faveur de l'ostéosynthèse de ces fractures. Comment on les prend en charge? La technique, on va dire, gold standard, c'est de faire une ostéosynthèse par vissage antérograde. Donc, on fait un abord dorsal, comme je vous montre ici. On en reparlera tout à l'heure. Et on met une vis en position sans tête. Si possible, cannulé, c'est plus facile. Mais il a été décrit d'autres matériaux. On peut avoir des espèces de petits clous là, qui sont parfois même des implants biorésorbables, qui permettent de fixer ces tout petits chapeaux là, du pôle proximal
qui peuvent parfois poser problème quand on n'a que des vis de 2 ou de 5 dans l'arsenal au bloc. Voilà. Donc, il faut vraiment être assez catégorique là-dessus et les ostéosynthésés, j'ai envie de dire quasi tout le temps. Maintenant, on va discuter d'un sujet un peu moins catégorique, les fractures du corps du scaphoïde. Quand c'est stable et non déplacé, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de fausse proposition, il n'y a pas de mauvaise réponse. On peut faire ou un traitement orthopédique avec l'orthèse AB, donc 100 pouces. On contrôle la consolidation avec un scanner. Ce n'est pas obligatoire, mais quand on voit ce que peut devenir une pseudarthrose du scaphoïde, ça peut paraître quand même utile de faire un scanner maintenant. Quand on a plus de 50% de la consolidation, on enlève la mobilité, on autorise les patients à reprendre des activités progressivement. Donc ça peut être quand même bénéfique pour les patients. Et la consolidation attendue, c'est entre 6 et 12 semaines. Voilà. Donc, faire un scanner sur un traitement orthopédique avant 6 semaines, pas d'intérêt. L'ostéosynthèse, si on l'a choisi pour une fracture non déplacée stable, il faut que ce soit une ostéosynthèse qui soit efficace et qui soit minimale invasive. Donc, le classique, j'ai envie de dire le gold standard, c'est le lissage percutané, rétrograde ou antérograde, les deux se discutent. Et avec l'assistance arthroscopique, si vous pouvez, même sur une fracture non déplacée, ça permet aussi de faire du training et de s'assurer du bon positionnement de la vis, de la réduction et de la compression, et de faire les bilans des lésions associées. Donc à chaque fois que vous pouvez prendre un arthroscope pour une fracture du scaphoïde, j'ai envie de vous dire, faites-le. Sur des fractures stables et non déplacées, que dit la chirurgie? Que dit la littérature? Je regarde. Que dit la littérature? La littérature dit qu'après ostéosynthèse, on retourne plus vite au travail, que la consolidation est plus rapide et qu'on récupère plus vite la force et la mobilité. Mais évidemment, vous avez plus de complications avec la chirurgie, donc il faut quand même bien expliquer à votre patient tout ça. Les principales complications liées à la chirurgie, on le verra. Là, qui a laissé son micro allumé, mais ça serait sympa de couper. Donc, pour tout ce qui est fracture déplacée, instable et communitive, bien évidemment, il faut faire l'ostéosynthèse. Ça diminue le risque de calvicieux et de pseudarthrose. On obtient plus de consolidation plus vite. Et donc, l'arthrose est 17 fois plus importante que une vis par rapport à un plâtre. Donc, qu'est-ce que Florence, une fracture déplacée en tant qu'animatrice, toi ou Stéphanie, vous pouvez couper le micro de Moto G Nouir Fresh, là. Tu peux le couper, voilà. Parfait, tu peux y aller. Je l'ai coupé tout seul, je crois. Bon, mais parfait. Ouais, il l'a coupé. Vous m'arrêtez, hein, monsieur Rongère, si je dis des bêtises, hein, surtout. Non, c'est bien. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on met sur un scaphoïde? Est-ce qu'on met des vis? Est-ce qu'on met des broches? Sachez qu'il existe aussi des plaques. Qu'est-ce qu'on fait comme abord? Est-ce qu'on fait de l'open? Est-ce qu'on fait du percute? Est-ce qu'on prend un arthroscope? Est-ce qu'on passe devant, derrière? Est-ce qu'on met un greffon? Oui, non. Spongieux, cortico-spongieux. Bref, il y a plein de choix. Moi, j'ai envie de vous dire, commencez par faire un scanner et le regarder. Ça vous donnera des indications sur la comminution. Est-ce qu'il y a une perte de substance osseuse, le déplacement? Et puis après, il faut faire aussi avec les habitudes du service, vos habitudes à vous, votre propre expérience. Les critères d'instabilité qui sont donc des paramètres majeurs pour décider de cette prise en charge. Toute fracture déplacée de plus d'1 millimètre au niveau du scaphoïde, c'est décrit comme une fracture instable. La comminution, c'est bien évidemment de l'instabilité aussi. Le latéral intrascaphoïde angle, on a dit au-dessus de 35 degrés. La fracture du pôle proximal, même non déplacée, elle est considérée comme instable. Et puis ensuite, les autres critères radiographiques de Dizzy, bien évidemment, la fracture luxation périlunaire. Donc tout ça, c'est d'indication chirurgicale. Encore une fois, le scanner aide à poser ce critère d'instabilité. Et puis le diagnostic final d'instabilité, vous le faites au bloc opératoire. Donc quand vous mettez votre arthroscope dans le poignet et que vous allez avec le palpateur là, essayer de faire bouger la fracture, c'est là que vous allez voir finalement si elle est stable ou pas. Et parfois, on peut avoir des surprises. Donc, qu'est-ce qu'on prend comme matériel? Le classique, c'est la vis. Et c'est des vis en compression qui sont sans tête. Canuler, c'est plus facile. Et globalement, on va mettre des vis entre 1,5 et 3 mm de diamètre. Donc ça, c'était au départ la vis de Herbert qui a connu beaucoup d'évolutions. Puis vous prenez la marque que vous voulez, SBI, HCS ou pas.
Et c'est des vis qui peuvent être complètement filetées ou pas complètement filetées. Donc, si on regarde un petit peu la littérature en termes de compression et en termes de vis, on voit que selon l'endroit où se localise la fracture, on peut avoir une compression supérieure avec des vis qui ont un filetage incomplet quand la fracture est proche du point d'insertion de la vis, alors que quand la fracture est loin du point d'insertion de la vis, la compression est supérieure avec des vis à filetage complet type AccuTrack. Là encore, de la même manière, en termes de longueur de vis et en termes de compression, on voit que pour des vis courtes, on obtient une bien meilleure compression lorsqu'en fait, on a des vis avec un filetage partiel. Alors, si vous avez les deux types de matériel dans votre bloc, tant mieux pour vous. Nous, clairement, ce n'est pas le cas. On a des vis à filetage partiel et on s'en sort globalement très bien. Sachez qu'on peut mettre aussi les implants résorbables dont je vous ai parlé tout à l'heure sur les toutes petites fractures du col proximal du scaphoïde et qu'il existe des petites plaques de scaphoïde qu'on vient mettre aussi devant. C'est rare, mais c'est possible. Voilà. Donc le vissage, les indications, on a dit des fractures non déplacées. On peut faire ça en percutané, pensez à prendre l'arthroscope. Les fractures déplacées, pensez au vissage aussi, mais faites quand même attention parce que sur des fractures instables ou communutives, si vous donnez le quart de tour en 3 avec votre tournevis, vous allez mettre tellement de compression que vous allez déplacer la fracture ou plicaturer votre scaphoïde. Donc pensez bien à mettre éventuellement des broches joystick, mettre une broche anti-rotatoire pour ce genre de fracture si vous voulez faire un vissage en compression. Ce qui reste la technique au gold standard et ce qui donne les meilleurs résultats dans la littérature en termes de consolidation. Donc, votre vissage, évidemment, si c'est une fracture proximale, il vaut mieux le faire antérograde. Si c'est une fracture distale, vous le faites rétrograde. Si c'est au milieu, vous faites comme vous voulez. Voilà. Nous, on a plutôt tendance à faire du rétrograde, mais en termes de complications, d'abord, il n'y a rien dans la littérature qui dit que l'un est mieux que l'autre. Pendant très longtemps, les abords de la face dorsale du scaphoïde ont été décrits comme dévascularisants. Et donc, on a essayé de faire des abords palmaires le plus souvent possible. En fait, dans la littérature, maintenant, il n'y a pas de supériorité de la voie antérograde, de la voie antérieure par rapport à la voie postérieure. Voilà. La problématique également, c'est pour obtenir la meilleure consolidation et la meilleure stabilité, c'est d'avoir une vis centrée, c'est-à-dire une vis qui va être sur la partie centrale de votre scaphoïde de face et de profil, avec un axe de vis qui est perpendiculaire au trait de fracture et éventuellement la vis la plus longue possible. Donc ça fait beaucoup de contraintes. Quand vous faites ça par voie antérograde, c'est-à-dire par voie dorsale, c'est beaucoup plus facile parce que par voie rétrograde, vous avez le trapèze qui vous gêne et qui vous empêche de baisser votre main. Donc le vissage transtraspézien, c'est possible, vous pouvez le faire aussi. En termes d'arthrose STT à long terme, c'est décrit, mais là encore sur le plan fonctionnel, cliniquement, ce n'est pas très parlant. Donc, même si vous passez votre vis dans le trapèze, il y aura peut-être un petit peu un pincement radiologique sur la STT dans quelques années, mais ce n'est pas quelque chose en général qui est problématique. Par contre, ce qui pose problème, c'est la longueur des vis. Et donc, il ne faut pas que votre vis fasse gratte dans la STC parce que là, pour le coup, il y aura une arthropathie et elle sera symptomatique. Donc, je le disais, le positionnement, il faut que ce soit dans l'axe du scaphoïde. Là, je vous ai montré sur les différentes incidences radio, si vous divisez votre scaphoïde à chaque fois en 3 tiers dans la longueur et dans la largeur, comment doit être positionnée votre vis. Idéalement au trait perpendiculaire au trait de fracture, et il faut respecter à peu près 2 mm entre votre vis et chacune des corticales. Voilà. Donc ça, c'est le brochage idéal. En pratique, on a, je ne vais pas dire jamais au bloc, mais rarement, souvent en tout cas. Quand vous mesurez, vous enlevez au moins 4 mm. La compression est bien évidemment supérieure avec une vis plus longue, mais une vis longue qui fait issue dans la STT, c'est pire que tout. Voilà. Et par rapport à l'os chondral, il faut respecter là aussi quelques millimètres. Donc pour contrôler votre longueur des vis au bloc, c'est pareil, vous faites vos faces et vos profils et vous n'oubliez pas les 3/4 parce que la morphologie du scaphoïde fait qu'on peut être très bien sur 2 incidences ou même sur 3 et qu'à la 4e, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a un souci de longueur. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'arsenal thérapeutique? Les broches, les plaques. Ce qui est intéressant, c'est de faire ça sur des fractures déplacées, instables, comminutives, où on risque d'avoir des problématiques justement liées à la compression des vis type Herbert, mais ça nécessite le retrait du matériel d'ostéosynthèse.
Là, je vous ai mis juste parce qu'en pratique, on n'en voit jamais des radios et des scanners avec des plaques antérieures. Hein, ça, c'est une plaque de chez Medartis qui est vraiment le plus, entre guillemets, fine possible, anatomique, pour être le moins dévascularisante possible et permettre de traiter des fractures comme ça. Hein. On voyait qu'il y a une fracture qui s'est faite avec un point de départ sur un kyste. Et le trait s'est totalisé. Et donc, ça a permis de greffer et de conserver une anatomie, une hauteur scaphoïdienne correcte. Donc, comment on aborde des scaphoïdes hein, si vous voulez les aborder et pas faire du percute parce que c'est des fractures déplacées et que vous voulez avoir des critères réductionnels. L'abord palmaire, c'est une voie de Henry distale sur votre fléchisseur radial du carpe que vous allez faire un peu plus arciforme dans l'axe du premier métacarpien et dans l'axe du pouce. Donc, il faut passer entre le fléchisseur radial du carpe et l'artère radiale. Et une fois que vous avez ouvert votre fléchisseur radial du carpe, vous avez ouvert sa gaine, vous allez en dessous tomber sur la sangle ligamentaire antérieure radiocarpienne. Donc, en théorie, vous êtes censé passer entre le radioscaphocapital et le radiolunaire long. Là, je vous ai remis le schéma de l'anatomie avec l'orientation des fibres. En pratique, vous allez inciser en regard sur votre sangle ligamentaire et vous allez tomber sur votre scaphoïde. L'abord dorsal, vous faites une incision cutanée, rectiligne, arciforme, ce que vous voulez, légèrement lunaire par rapport au tubercule de Lister. Donc, vous allez tomber quasiment sur votre interligne scapholinaire, ce qui est intéressant puisque le positionnement idéal de votre vis, ça sera un point d'entrée très proche de cette interligne scapholinaire. Vous ouvrez votre rétinaculum des extenseurs. La capsulotomie, vous pouvez faire la capsulotomie que vous souhaitez. Voilà, ça c'est variable, je ne me prononcerai pas là-dessus. Et par contre, quand vous faites votre capsulotomie, bien évidemment, vous allez tomber sur le scapholinaire et vous y faites attention. Quand on fait le vissage antérograde par voie dorsale, vous pouvez faire du percute. Personnellement, je n'ai jamais fait. Mais sinon, vous pouvez faire du mini-open, c'est-à-dire une incision de 1 cm. Vous allez ouvrir votre rétinaculum des extenseurs, passer entre le deuxième et le troisième compartiment et faire une capsulotomie longitudinale à minima. Voilà, et donc là, vous allez vous trouver sur le petit point d'entrée au niveau du pôle proximal du scaphoïde et visualiser votre scapholinaire et faire votre point d'entrée sous contrôle scopique si besoin et avec une flexion maximale du poignet. Donc, je le disais, vous positionnez votre broche dans l'axe du pouce qui doit être à peu près, alors spontanément, voilà, il est à peu près à 45 degrés d'antépulsion et d'abduction et le poignet est en flexion maximale. Il faut mettre les broches, vous pouvez viser votre colonne du pouce, donc comme ça vous visez la STT et pour avoir un peu plus de stabilité, c'est pas du tout aberrant de pousser les broches jusqu'à la STT. Le vissage rétrograde percute, si vous avez un peu de temps, tout à l'heure, il y a eu une vidéo de la technique qui a été faite dans le service. Donc, vous repérez votre interligne STT sous scopie, vous faites une petite incision et pour réduire ou en tout cas donner de la hauteur, vous pouvez mettre avec un petit peu d'extension du poignet et de l'inclinaison lunaire. Vous pouvez mettre une petite bande Velpo par exemple sous le poignet, ça se fait bien. Et n'hésitez pas à passer dans le trapèze pour avoir l'axe de vis parfait. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je fais du mini-open? Est-ce que je fais de l'open? Par quel côté? Quand c'est non déplacé, bien sûr, il faut rester minimal invasif. Si vous avez la possibilité de faire de l'arthroscopie, ça vous solutionne toute votre problématique parce que vous pouvez rester en percutané. Quand c'est open, bien évidemment, ça vous permet de faire une fracture déplacée avec une greffe. En sachant qu'on pouvait tout à fait faire aussi une greffe spongieuse sous arthroscopie sur une fracture déplacée en phase aiguë. L'abord dorsal, l'avantage c'est qu'on voit très bien le pôle proximal, mais l'inconvénient, voilà, il y a cette problématique de vascularisation qui, encore une fois, n'est pas vraiment prouvée dans la littérature. Il n'y a pas eu plus de pseudarthrose ou d'ostéonécrose du pôle proximal après des abords dorsaux. Bien évidemment, il ne faut pas être extensif. L'abord antérieur, on voit très bien le pôle distal. Il y a une vascularisation riche, donc on ne se pose pas le problème. Par contre, on ne peut pas synthéser un pôle proximal, on ne voit pas le pôle proximal, donc si la fracture est trop proximale, on va avoir du mal à voir le critère réductionnel. Et surtout, il y a la sangle ligamentaire antérieure. Donc, il faut penser à la refermer. Et il y a des cas décrits d'instabilité suite à des abords antérieurs du scaphoïde qui étaient dévascularisants, qui étaient extensifs et qui n'ont pas bénéficié de fermeture satisfaisante. Donc, je vous le redis encore une fois, il n'y a pas de différence en termes de complications, de pourcentage de consolidation et de délai de survenue de la consolidation. Donc, il n'y a pas de fausse chose, on va dire, de fausse réponse.
Un petit mot de l'arthroscopie, c'est quand même l'avenir, donc il faut s'y mettre. Ça permet surtout de faire le diagnostic et la prise en charge des lésions associées. Ça peut être la lésion SL, même si la lésion SL et la fracture du scaphoïde, c'est rare. Ça peut être des fractures transcapho-rétrolunaires du carpe que vous faites sous arthroscopie après les avoir réduites par manœuvre externe. Ça peut être l'évaluation de la stabilité de la fracture également, comme on l'a dit. Ça permet de contrôler le positionnement de la vis et de s'assurer de la compression et de la réduction. On peut faire une greffe, on reste en percute, et puis vous allez voir que pour la visualisation, vous avez tout plein de possibilités qui s'offrent à vous. Voilà. Bien évidemment, il y a la learning curve, donc si vous commencez sur des fractures non déplacées, vous mettez votre broche sous contrôle scopique en percute comme vous faites d'habitude, et après vous installez sous arthro pour vérifier le positionnement de la broche, faire votre bilan lésionnel, regarder le déplacement, vous mettez la vis et ensuite vous repassez sous arthro pour vérifier la compression. Voilà. Rien que ça permet de commencer, on va dire, avec des choses plus accessibles, avec un temps opératoire qui reste correct. Les suites post-op, qu'est-ce qui est dit dans la littérature? Bon, il n'y a pas de consensus parfait. Globalement, un scaphoïde qui est opéré, c'est un scaphoïde que vous pouvez immobiliser 15 jours, puis mettre une attelle amovible. Bien évidemment, ça dépend du patient et de la compliance. Des broches ou des vis, ça ne résiste pas à tout, mais globalement, retenez ça. À 6 semaines, vous pouvez faire la radio ou le scanner, et s'il y a plus de 50% de consolidation, vous pouvez stopper toute immobilisation, débuter la kiné, entamer une reprise des activités, y compris sportives. Pour le retour au sport, qu'est-ce qui est dit pour les sportifs de haut niveau? On peut les laisser reprendre à J10 si le sport ne nécessite pas l'utilisation de la main opérée, ou à J45 si le sport implique la main opérée, mais qu'il n'y a pas de douleur et qu'on a déjà une récupération fonctionnelle quasi totale avec une consolidation supérieure à 50%. Pour le sport à haut impact, il est conseillé d'attendre la consolidation complète. Les complications des fractures du scaphoïde, je ne reviendrai pas sur le retard diagnostique ni sur la pseudarthrose dont on va parler bientôt. Ça aboutit au snack wrist. L'ostéonécrose qui est décrite dans 13 à 50% des cas dans la littérature, quel que soit le traitement, et bien évidemment qui est plus importante sur les fractures du col proximal. Les complications liées au matériel, évidemment, il faut faire une synthèse stable qui évite le déplacement secondaire, éviter ces vis qui sont issues dans la scapho trapézienne, et puis sous arthroscopie ou sur des voies d'abord open, bien évidemment, il y a des structures anatomiques qu'il faut préserver. Voilà. Donc en conclusion, pensez aux fractures occultes du scaphoïde. Toute douleur du bord radial du poignet après un traumatisme est une fracture du scaphoïde jusqu'à preuve du contraire. L'importance est le scanner qui doit être quasi systématique, en tout cas pour moi. Votre gold standard et votre objectif à vous, ça doit être l'ostéosynthèse percutanée sous arthro. Bien évidemment, commencez pas par ça avec des fractures très déplacées, instables qu'il faut greffer. Le traitement orthopédique, c'est le pôle distal. Le traitement chirurgical, c'est le pôle proximal. Et quand c'est au milieu, vous réfléchissez, vous discutez avec le patient et vous regardez les critères d'instabilité dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Je ne sais pas, on n'a pas mis longtemps. Est-ce que vous voulez faire une pause avant la suite ou est-ce qu'on enchaîne? Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ça? Donc Michel Rongière a dit « Le vissage dorsal ne peut pas être dévascularisant, il n'y a pas de vaisseau. C'est au contraire le vissage percutané assisté par orthoscopie. L'idéal, mais c'est difficile. » Oui, c'est difficile. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et bien alors, on va continuer sur les pseudarthroses. Donc, les taux de pseudarthrose dans la littérature, c'est très vaste. Ça dépend du type de fracture, du type de prise en charge, de la zone topographique, est-ce que c'était déplacé, pas déplacé, instable ou pas. Globalement, retenez entre 5 et 25%. Et entre 5 et 10 ans, sur un scaphoïde qui n'a pas consolidé, on a un snack wrist dans plus de 90% des cas. Donc, l'objectif de la prise en charge de ces pseudarthroses, c'est que ça consolide.
2, que ça consolide dans la bonne position, parce qu'évidemment, l'arthrose arrive plus vite sur un scaphoïde où l'anatomie n'a pas été restaurée. Et puis, de limiter, voire de ralentir l'évolution vers un snack wrist, parce qu'on ne sait pas encore si réellement on empêche cette évolution ou si on ne fait que la ralentir. Et puis sur le plan clinique, c'est le fait que votre patient doit être forcément mieux, c'est-à-dire récupérer des mobilités et des activités sportives professionnelles normales. Donc là, je vous ai mis dans le petit encadré, hein, tout ce sur quoi le patient peut se plaindre après un calvicieux ou une pseudarthrose du scaphoïde. Et là, je vous ai mis un début de snack wrist. Les facteurs de risque de pseudarthrose, bien évidemment, c'est des fractures qui vont moins bien consolider. Et les fractures qui vont moins bien consolider, c'est les fractures qui sont instables ou déplacées, donc les fractures du pôle proximal, donc les fractures avec un trait vertical oblique, dont des fractures dont la prise en charge initiale a été retardée, dont le diagnostic a été retardé, ou dont la prise en charge n'a pas été d'emblée adaptée. L'ostéonécrose et le tabac sont bien évidemment 2 grands facteurs de risque de pseudarthrose. Et je vous ai mis en rouge ceux qui peuvent être évités. Donc le meilleur moyen de prendre en charge des pseudarthroses du scaphoïde, c'est de ne pas la laisser survenir. Le bilan clinique, il faut discuter avec le patient. Hein, quelle est sa demande fonctionnelle? Est-ce que c'est un travailleur manuel lourd qui est à son compte? Est-ce qu'il fume? Est-ce qu'il est sportif de haut niveau? Il faut discuter avec lui. Quand date le traumatisme? C'est, je pense, l'élément le plus important de ce bilan clinique. Je vous ai mis un petit tableau qui montre que quand on prend en charge une pseudarthrose du scaphoïde, si cette pseudarthrose date d'un traumatisme de plus de 1 an, d'un coup, on tombe à beaucoup moins de... on a un taux de pseudarthrose qui est beaucoup plus important et ça décroît avec le temps. Donc ça, c'est vraiment un facteur important. Quelle a été la prise en charge précédente? Est-ce qu'il a été une visée, pas une visée? Est-ce qu'il a été opéré? Qu'est-ce qu'on a mis comme matériel? Sur le plan clinique, l'évaluation classique. Et puis, l'imagerie. Donc encore une fois, le scanner va vous donner le déplacement avec le fameux latéral intrascaphoïde angle. La localisation de la pseudarthrose. Est-ce qu'il y a une comminution avec une perte osseuse? Est-ce que c'est scléreux? Est-ce qu'il y a un kyste? Et puis, déjà sur le scanner et encore plus sur l'IRM, on peut avoir une idée de la vascularisation du pôle proximal. En sachant que pour parler d'ostéonécrose du pôle proximal du scaphoïde, le diagnostic de certitude, c'est au bloc opératoire quand vous voyez que votre os ne saigne pas. Donc là encore, vous repartez sur vos 4 incidences d'imagerie classique qui déjà peuvent vous mettre la puce à l'oreille sur un snack wrist débutant, sur un dizzy ou pas de dizzy, et puis vous passez au scanner. Donc là-dessus, vous allez pouvoir commencer à parler de pseudarthrose stable ou de pseudarthrose instable selon qu'il y ait le humpback deformity et le dizzy ou pas. Alors là, vous voyez que le scaphoïde s'est complètement plicaturé et complètement raccourci, qu'il y a une sclérose très importante avec tout plein de kystes et de géodes. Et donc forcément, là, on n'a aucun mal à imaginer que ça va évoluer très vite vers le snack wrist. Si vous pensez qu'il y a déjà un snack wrist débutant, eh bien, allez jusqu'à l'arthroscanner. Ça vous évitera de proposer des prises en charge qui sont dépassées. Et puis l'IRM, alors je n'ai pas détaillé, mais si vous vous intéressez un peu au sujet, les radiologues ont fait tout plein de protocoles d'imagerie IRM avec ou sans gadolinium et tout plein de séquences spécifiques pour arriver à avoir cette fameuse hypovascularisation du pôle proximal. On reprend notre classification de Herbert dont on a parlé sur les fractures tout à l'heure. Donc le C, c'était le retard de consolidation. Le D, c'est les pseudarthroses. Donc le D1, c'est l'union fibreuse, c'est la pseudarthrose parfaite, on a tous envie de commencer par ça. C'est-à-dire que ce n'est pas résorbé, ce n'est pas déplacé, c'est juste que ça n'a pas consolidé. Et a priori, c'est une pseudarthrose stable, elle a un excellent pronostic et vous allez voir qu'on n'a pas besoin de faire grand-chose, il faut juste donner un petit coup de pouce pour que ça se passe bien. Le D2, c'est la pseudarthrose déplacée, instable. Il n'y a encore pas trop de résorption. D3, c'est scléreux, il y a une résorption majeure. Et puis alors D4, c'est l'ostéonécrose. Et là, on sent bien qu'on ne va pas s'en tirer comme ça. Donc l'intérêt de cette classification, elle est bien évidemment pronostique et du coup thérapeutique. Je vous mets un mot de la classification d'Alno, qui est une classification française qui tient compte aussi du début, enfin, qui tient compte aussi du snack wrist et de l'arthrose. Donc là, je vous ai mis en icono que les premiers stades qui nous intéressent. Et globalement, on est toujours sur cette notion de pseudarthrose stable ou instable,
avec ou sans résorption. Plus récemment, il y a l'équipe de Slade qui a proposé cette classification, alors qui est un peu plus complexe, hein, qui n'est pas forcément à retenir, mais qui en tout cas peut vous être proposée comme une aide finalement thérapeutique et de prise en charge, parce que ça tient compte d'une part de la stabilité, donc je vous ai mis en vert les formes stables, hein, avec la résorption peu importante, non déplacée, etc., etc., les formes instables. Mais ça vous fait aussi réfléchir à la problématique de pôle proximal, d'ostéonécrose, de lésions ligamentaires associées et de Humberg Deformity et de DISY, réductible par réductible. Voilà. Donc, je trouve qu'elle est assez complète pour ça. Encore une fois, à mon sens, ça ne sert à rien de la retenir par cœur, mais ça peut vous aider. Donc, encore une fois, c'est un peu le casse-tête chinois. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait en percute ou pas? Avec de l'arthroscopie? Est-ce qu'on le greffe? Qu'est-ce que je fais comme greffe? Du spongieux, du corticospongieux, je la vascularise. Je la prends où ma greffe? Et je mets quoi comme matos? Pour les formes stables, c'est-à-dire qui sont non déplacées, les retards de consolidation ou des formes déplacées avec moins d'1 mm de déplacement sans résorption, c'est-à-dire les formes précoces, et on a vu qu'un an, c'était un peu la deadline, et du coup des formes qui n'atteignent pas le pôle proximal du scaphoïde, vous pouvez faire un vissage percutané sans greffe. Encore une fois, faites-le sous arthroscopie, c'est du training, c'est très bien, mais vous n'avez même pas besoin de faire de débridement. C'est-à-dire que quand vous respectez ces indications-là, la consolidation dans les séries de la littérature, avec une vis bien évidemment bien positionnée, de la compression, etc., etc., la consolidation avoisine les 100%. Vous n'avez même pas besoin de redébrider cette fracture, ça marche. Faites-le quand même, c'est toujours ça de fait. Si vous voulez vous amuser à greffer aussi sous arthro, faites-le, mais il n'y en a pas besoin. La contre-indication, bien évidemment, c'est toutes les fractures qui sont déplacées et où il y a une ostéonécrose du pôle proximal. Là, on oublie le vissage percute, on va au casse-pipe, c'est sûr et certain. Donc là, je vous ai rappelé la classification sur les formes instables, stade 4 et stade 5, c'est-à-dire avec une résorption qui est minime à modérée. Vous pouvez tout à fait faire une greffe osseuse spongieuse sous arthroscopie. Ça vous permet de rester en percute. Si vous le faites en open, c'est très bien. Mais si vous le faites en arthro, j'ai envie de vous dire en percute, c'est encore mieux. Donc là, je vous ai mis des petites images où vous voyez que le palpateur va venir passer dans le foyer de fracture. On curette, on voit l'espace. Et puis on finit par greffer et par combler. Et ça donne d'excellents résultats. Voilà, vous pouvez greffer avec ces espèces de petits trocards, là, de petites carottes ensuite que vous allez prélever à partir d'une toute petite incision au niveau du radius distal. On reste encore une fois minimal invasif. Le greffon corticospongieux, ben vous le faites à partir du moment où il y a de la résorption. Et même quand il y a une résorption très importante avec une perte de hauteur et une déformation majeure, ben ça marche. Ça permet de restaurer la hauteur, ça permet de corriger le DISY, de corriger le Humberg Deformity. Et là, commencent à se poser toutes les questions. Est-ce que je le fais vasculariser, pas vasculariser? Quel type de greffon je prends? Donc, on va prendre quelques diapos et un peu de temps pour revenir là-dessus, parce qu'il y a quand même beaucoup de possibilités thérapeutiques sur les prises en charge avec greffon corticospongieux. La technique classique et la plus ancienne, c'est le corticospongieux selon Mathyrus. Vous faites votre abord palmaire, vous faites un débridement et un avivement du foyer qui est quelque chose de majeur, vraiment, il faut faire entre guillemets un gros trou, et vous prélevez un greffon corticospongieux que vous venez encastrer et qui est censé être autostable. Donc la technique initiale dit qu'il n'y a pas besoin d'ostéosynthèse. Encore une fois, personne ne vous demandera de mettre des branches. Ça ne marche pas bien quand il y a une ostéonécrose du pôle proximal, on le verra. Dans ces cas-là, il est conseillé quand même de faire des greffons vascularisés d'emblée. C'est ce qui donne 2 fois plus de chances aux patients d'avoir une consolidation. Parmi les greffes corticospongieuses, vous avez aussi la greffe corticospongieuse selon Fils-Fernandez. Là, je vous ai mis un de ces articles où il explique là, ses tips and tricks pour arriver à corriger le Humberg Deformity. Lui, il fait une planification préopératoire sur le scanner où il va regarder différents paramètres radiologiques, dont le latéral intrascaphoïde angle, mais il y en a aussi d'autres dont je ne vous ai pas parlé, la hauteur scaphoïdienne, il fait une imagerie contralatérale. Et en fonction de ça, il planifie la taille de son greffon, qui est un greffon trapézoïdal, hein, vous le voyez bien, le scaphoïde se fléchit. Donc en fait, une fois que vous allez le réduire
il va se fermer derrière et s'ouvrir devant, d'où la forme trapézoïdale du greffon. C'est un abord palmaire et vous pouvez le synthéser avec des broches ou avec des vis. Lui, il le fait très bien avec des vis et on obtient ce genre de très belles images à la fin. Voilà. Alors, quand est-ce que je prends une greffe spongieuse ou quand est-ce que je prends une greffe cortico-spongieuse? En termes de pourcentage de consolidation, on aboutit à la même chose. En termes de récupération fonctionnelle, la récupération fonctionnelle est meilleure avec le greffon cortico-spongieux. C'est significatif, mais c'est significatif sur une différence qui n'est pas pertinente. La consolidation est beaucoup plus précoce avec un greffon spongieux. Donc, qui dit consolidation plus précoce dit libération et autorisation des activités et reprise du sport plus précoce. Mais bien évidemment, on corrige mieux le dépassement sur des gros dizzy avec un greffon cortico-spongieux. En clair, à partir du moment où vous avez un stock osseux sur le fragment proximal et sur le fragment distal qui est suffisant, et vous pouvez, comme vous voyez sur l'image, arriver avec des broches à réduire votre scaphoïde de façon satisfaisante, le trou qui va vous rester, vous pouvez tout à fait le greffer avec du spongieux et vous aurez un excellent résultat. Même avec une vis en compression, c'est décrit. Si vous voyez que pour arriver à réduire, il vous faut déjà interposer un fragment osseux, ça ne sert à rien. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à avoir une réduction correcte de votre forme scaphoïdienne, de votre hauteur, juste avec une ostéosynthèse, c'est qu'il faut mettre un greffon cortico-spongieux. Ça sera plus stable, plus rigide, ça consolidera mieux. Et vous aurez mieux réduit vos paramètres radiaux, donc évidemment, il y aura moins d'arthrose. Le greffon vascularisé, l'indication phare, et je pense que si vous devez retenir une chose, c'est ça, c'est la pseudarthrose avec ostéonécrose du pôle proximal. C'est vraiment ce qu'on redoute. On sait qu'on a le taux d'échec le plus important là-dessus. Il y a une revue de la littérature qui montre qu'après greffe vascularisée, on a 88% de consolidation dans ce cas versus 47% du non vascularisé. Donc, quand on vous dit que le greffon vascularisé ne fait pas mieux que le non vascularisé, c'est faux. Si vous parlez d'ostéonécrose du pôle proximal, il ne faut pas se poser la question. Dans quel cas on peut aussi le faire? Quand vous avez déjà eu un échec de cure de pseudarthrose. Bien évidemment, là aussi, la littérature retrouve des pourcentages significativement supérieurs avec un lag de différence qui est beaucoup moins important que sur l'ostéonécrose du pôle proximal. Mais là aussi, je pense que c'est une indication, on va dire, classique. Enfin, si vous voulez vous lancer sur le greffon vascularisé, sur des pseudarthroses instables, déplacées, avec résorption osseuse d'emblée, pourquoi pas? Il faut quand même réfléchir que le prélèvement en général peut être plus invasif, que la durée chirurgicale est plus longue et donc que vous faites prendre quand même un peu plus de risques à votre patient, surtout si vous ne maîtrisez pas tout à fait la technique. Peut-être au début, en tout cas, quand vous ferez vos premiers greffons vascularisés, gardez ça pour des patients chez qui le traitement de première intention n'a pas fonctionné ou chez des ostéonécroses du pôle proximal. Là, vous aurez une pleine justification de votre choix thérapeutique. Donc, greffon vascularisé, là encore, je peux le choisir pédiculé. Le classique, c'est je le prélève sur le radius. Mais si vous regardez un peu la littérature, il y a des griffons vascularisés, décrits notamment aux dépens des bases des premiers et deuxième métacarpiens. Vous pouvez aussi le prendre libre. Et l'intérêt pour le prendre libre, c'est que vous n'êtes pas restreint par la qualité osseuse et le stock osseux au niveau du radius. Donc là encore, c'est un peu la même réflexion que pour un greffon spongieux ou cortico-spongieux. Quand vous avez planifié en pré-op et que vous voyez que vous avez une perte de hauteur qui est majeure, peut-être penser au greffon vascularisé libre, qui est techniquement plus demandeur, plus long. Il faut faire de la microchire. La morbidité du site donneur est plus importante, mais ça vous permet d'avoir une quantité osseuse, je ne vais pas dire illimitée, mais pas loin. Et puis, si vous avez aussi des ostéonécroses avec des destructions complètes de pôle proximal, pensez que sur votre prise de greffe au niveau du condyle fémoral, vous pouvez faire un greffon ostéochondral. Vous pouvez prendre une partie du cartilage de la trochlée aussi. Ça vous permet carrément de reconstruire le pôle proximal. J'en parle pas aujourd'hui parce que ça serait trop long et trop vaste, mais sachez que ça existe. Et ce n'est pas particulièrement notre sujet. Donc, si on doit parler des greffons vascularisés pédiculés, prélevés aux dépens du radius, le classique, c'est celui de Zeidenberg. Je pense que c'est peut-être le plus facile pour commencer. Il faut faire un abord qui est dorso-radial. Donc, vous avez une longueur du pédicule qui n'est pas extraordinaire. Donc, pour une fracture vraiment distale, c'est-à-dire la partie la plus distale du corps, c'est peut-être pas le plus facile. C'est possible. Il faut prendre l'artère du processus styloïde radial qui est situé entre le premier et le deuxième compartiment des extenseurs. Donc, vous ouvrez votre rétinaculum entre le premier et le deuxième compartiment et vous ne décollez pas du tout. Vous allez jusqu'à l'os, vous prélevez votre greffon.
L'inconvénient du Zeidenberg, c'est votre greffon osseux est peu important. Ça veut dire que pour une correction importante sur une pseudarthrose très déplacée, avec un gros collapsus, ce n'est pas forcément l'idéal. En tout cas, ce n'est pas ce qui donne peut-être les meilleurs résultats. Le greffon vascularisé, selon Kuhlmann, Matulin a très bien décrit la technique. Comme le précédent, là, n'hésitez pas à lire les techniques parce que vous avez l'article en français qui est vraiment très bien décrit. Et là, pareil, je vous ai mis l'article de Matulin qui a un peu popularisé ce greffon vascularisé prélevé aux dépens de l'artère transverse antérieure du carpe et qui était très bien décrit. Et donc, on voit qu'une fois qu'on a incisé le carré pronateur, on vient prélever notre greffon. Là, on a un pédicule, je pense, qui doit faire 4 à 5 cm. Donc, on a un arc, entre guillemets, de rotation qui est beaucoup plus important. Et on a une quantité osseuse qui est quand même sensiblement plus importante que sur le Zeidenberg. Donc, si vous voulez faire un greffon pédiculé avec un collapsus important, peut-être partir sur celui-ci. Pour les prises de greffon libre, il y en a plusieurs qui ont été décrits. On va dire les deux standards, c'est le condyle fémoral médial et la crête iliaque. Donc, pour le condyle fémoral médial, il faut disséquer entre le vaste médial et le sartorius. Et vous prenez la branche descendante géniculée médiale qui vient de l'artère fémorale superficielle. Alors moi, je suis orthopédiste et pas plasticienne, donc pour moi, ça me paraît tout de suite beaucoup plus compliqué de faire ça. Mais en pratique, ça se fait très bien personnellement. Moi, je n'en ai pas l'expérience. Et vous pouvez faire une anastomose terminolatérale ou termino-terminale sur votre artère radiale. Voilà. Et ça donne ça à la fin. Donc avec des images qui sont quand même assez satisfaisantes. Là, je vous ai mis quelques images, pareil, du prélèvement. Vous avez un pédicule qui est hyper long et vous avez le stock osseux que vous voulez. Vous avez la trochlée pour un prélèvement ostéochondral. Enfin bref, c'est l'autoroute, quoi. L'autre alternative, c'est la crête iliaque vascularisée, qui donne un peu moins bons résultats dans la littérature, on le verra. Il faut prendre l'artère circonflexe iliaque profonde. Il y a quelques variations anatomiques en termes de vascularisation, mais je ne vous les ai pas mises là. Et il faut ligaturer une petite branche ascendante qui part de ce pédicule avant de venir le prélever. Donc, dans quel cas on fait un greffon vascularisé ou non, que dit la littérature, et on en avait déjà un petit peu parlé. Il faut répondre à deux questions majeures. À quel point c'est déplacé, quel est le collapsus carpien, enfin scaphoïdien, et quel est l'état vasculaire. Si vous êtes dans la meilleure des situations, pas de déplacement, pas de nécrose, à ce moment-là, vous faites ce qu'on a dit, l'ostéosynthèse, idéalement en percute, plus ou moins greffe, spongieuse, et ça marche très bien. Quand vous êtes dans le cas d'une ostéonécrose du pôle proximal sans déplacement majeur, ça arrive, vous pouvez faire par exemple le Zeidenberg, c'est l'indication, on ne va pas dire idéale, mais ça permet d'avoir un greffon vascularisé dont la technique de prélèvement n'est pas trop ardue, avec un prélèvement osseux qui sera limité mais qui sera suffisant. Quand vous avez une déformation du scaphoïde sans ostéonécrose du pôle proximal, on l'a dit, vous prenez votre greffe donc structurale, c'est-à-dire corticospongieuse ou non structurale. On a déjà répondu à la question pourquoi l'une et pourquoi l'autre. Et enfin, quand vous êtes dans la pire des situations, c'est-à-dire ostéonécrose et déplacement, en fait, ce qui est dans les revues de la littérature donne les meilleurs résultats, c'est de prendre un greffon vascularisé au dépend du condyle fémoral médial. Parce que vous avez le meilleur stock osseux. C'est ce qui donne en termes de pourcentage de consolidation et de délai de consolidation les meilleurs résultats. Vous le voyez sur cette revue de la littérature, je vous l'ai mis. Ce qui apparaît être significatif, c'est uniquement le time to union, mais bon, en termes de pourcentage, même si ce n'est pas significatif, on passe quand même de 70% pour la crête iliaque à quasiment 90% pour le condyle fémoral médial. Et la troisième colonne, là, c'était le Zeidenberg, l'artère intercompartimentale entre le premier et le deuxième compartiment. Voilà. Donc, quel greffon vascularisé, finalement, on l'a dit déjà un peu. Le libre donne de meilleurs résultats que le pédiculé. Il y a une étude qui a comparé la consolidation, c'était une méta-analyse qui a repris la revue de la littérature. Consolidation du condyle fémoral médial versus Zeidenberg. Il y a une étude qui dit 100% versus 40%. Alors, ce n'est pas sur un très grand nombre
de cas, parce qu'en fait, ça ne rapportait des cas uniquement avec ostéonécrose du pôle proximal, hein, ce n'est pas les cas les plus fréquents. Donc voilà, il y a un faible effectif, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais quand même. Et puis, la consolidation est plus rapide. On a un meilleur stock osseux, mais encore une fois, soyez prudents. Le prélèvement est morbide, c'est plus long, et peut-être vous n'y lancez pas dessus tout seul. En termes de greffon vascularisé libre, là encore, hein, la consolidation est meilleure avec un condyle fémoral médial plutôt qu'une crâte-iliaque. C'est significatif. C'est la revue de la littérature. Voilà. Je pense qu'on peut quand même aussi, encore une fois, le pool de patients est restreint. C'est significatif, c'est pertinent. Et enfin, sur les greffons vascularisés pédiculés, là, il y a très peu de choses sur la littérature qui comparent vraiment le Kuhlmann et le Zeidenberg, mais ce qui ressort, c'est que le DISI est mieux corrigé avec un greffon de Kuhlmann parce que le prélèvement est plus important. Donc, pour conclure, on aura été rapide. Là, je vous ai mis une review de l'effort de cette année qui regarde les NVBG, c'est-à-dire les non-vascularisés bone graft versus, non, je ne peux pas encore montrer les greffes vascularisées. Et on voit que de toute façon, quelle que soit la population, les greffons vascularisés donnent de bien meilleurs résultats. Mais encore une fois, il y a des cas où c'est vraiment pertinent, à mon sens, de le proposer plus que d'autres. Moi, quand j'ai commencé mon internat, on avait plutôt tendance à me dire, bon, vascularisé, non vascularisé, il n'y a pas vraiment de différence, c'est presque du zèle, entre guillemets. En pratique, non. Si vous avez une ostéonécrose du pôle proximal, faites un greffon vascularisé. Et là, donc c'est la revue de la littérature avec la comparaison sur des greffons vascularisés pédiculés, donc type Zeidenberg ou type Kuhlmann. On voit que les pourcentages de consolidation sont quand même très importants. Il y a une étude vraiment où le Zeidenberg a eu très très faible pourcentage de consolidation, mais je crois qu'il y avait quand même plusieurs ostéonécroses. Voilà, il y en avait 16 qui avaient une ostéonécrose du pôle proximal. Donc peut-être que le Zeidenberg, dans ce cas-là, n'est pas le greffon à conseiller le plus, mais on voit qu'on arrive quand même à des taux de consolidation très très importants. Donc les facteurs de mauvais pronostic, bien évidemment le tabac. Ça ne paraît pas aberrant de dire à un patient, je ne vous opère pas si vous n'arrêtez pas de fumer. Enfin, en tout cas, moi, ça ne me choque pas, surtout sur des cures de pseudarthrose itérative du pôle proximal. L'antécédent chirurgical, hein, une cure de pseudarthrose qui a déjà été en échec, ben, évidemment, c'est plus compliqué. Le pôle proximal et l'ostéonécrose, on en a parlé, et l'ancienneté de plus d'un an. Je vous l'ai mis là. On voit qu'après 12 mois de délai par rapport au traumatisme initial, on a un pourcentage de consolidation qui est à 80% versus 90%. Les pourcentages que j'avais mis sur la diapo d'introduction étaient sensiblement différents. Bon, tous les chiffres de la littérature ne sont pas parfaitement superposables, mais l'idée générale est là. Donc en conclusion, maintenant vous devez avoir la tête comme ça le scaphoïde, il faut prendre en charge la pseudarthrose le plus précocement possible. Si c'est des pseudarthroses stables et peu déplacées, faites une ostéosynthèse avec greffe spongieuse sous arthroscopie. Si c'est instable et non déplacé, vous faites un greffon non vascularisé, spongieux si vous arrivez à réduire et ostéosynthéser de façon stable avant d'avoir greffé. Si ce n'est pas le cas, vous passez sur du cortico-spongieux. En pratique, avec l'habitude, en pré-op sur le scanner, vous allez commencer à sentir le moment où la résorption est trop importante et où avec le spongieux, ça ne va pas passer. Si c'est une reprise de cure de pseudarthrose ou qu'il y a une ostéonécrose asymptique du pôle proximal, passez à l'échelon au-dessus, le greffon vascularisé. Si c'est la première fois que vous faites une greffe vascularisée, commencez par un greffon vascularisé libre, pardon, pédiculé. Et si vous avez un peu pris l'habitude de faire des reconstructions de scaphoïdes, que vous êtes à l'aise avec des greffons vascularisés pédiculés et que vous voulez tenter le libre, ben allez-y. Voilà. Et c'est terminé. Est-ce que vous avez des questions ? En attendant, je vais essayer de vous mettre les vidéos. Steph, tu saurais comment on fait pour mettre les vidéos? Alors, j'ai pas d'échappe. Ouais. Tu peux arrêter de partager. Ok. Ah, j'arrête de partager? Mais tu vas repartager de toute façon. Vas-y.
Ah, voilà. Voilà. Tu descends de là. Ouais, voilà. Éteins ton truc puisque tu as fini. Non, pas ça. Éteins ton PowerPoint. Ok. Tu lances la vidéo que tu veux lancer. Et après, tu reviens sur ton Zoom. Tu reviens là. Là, plein écran. Voilà, tu partages. Ok. Et tu dois avoir la vidéo. Elle est là. Mais là, je la vois pas. Bon, Florence, tu Oui. m'entends? Oui. Oui, je suis désolée, j'ai un Très peu du mal bien, à parler. c'est très complet, Ah, c'est bon. très bien. Le Zeidenberg, c'est pas le plus facile du tout. Je trouve que c'est très agressif et très délabrant, personnellement, hein. Euh, Par contre, il a peut-être des indications pour placer le lambeau osseux à certains endroits au niveau du scaphoïde, parce que le lambeau dit de Kuhlmann-Matulin radial, il ne bouge pas beaucoup, le greffon est petit. Voilà. Le problème, c'est que je ne suis même pas certain que les greffons vascularisés, ça soit utile, hein. Sauf peut-être dans les greffons, dans les pseudarthroses du pôle proximal avec vraie nécrose. Voilà, maintenant, c'est ce qui est dit dans la littérature d'ailleurs, hein. Voilà. Mais d'autre part, tu as parlé donc des pseudarthroses assistées par arthroscopie, je pense. Oui. On a bien entendu ça, que fait très bien Stéphanie, que tu apprends. Bon, le problème, c'est qu'il ne faut pas que tes jeunes collègues s'engagent là-dedans s'ils n'ont pas appris à bien faire une arthroscopie, s'ils n'ont pas appris à parfaitement se situer dans la radiocarpienne ou la médiocarpienne, à se promener à l'aise. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire en premier. Et je les invite à se faire sponsoriser, s'ils peuvent, par leur service pour aller faire la formation de type 1 puis de type 2 à l'IRCAD, organisée par l'IWAS, qui est une très belle formation technique à l'arthroscopie. Mais on ne fait pas une pseudarthrose du scaphoïde en premier. Il faut vraiment faire attention. Voilà. Mais c'est intéressant, puisque apparemment, dans le service, les résultats dont parle Stéphanie sont positifs. Voilà. Donc c'est ça qui est important. Dans les nouvelles techniques, il faut faire attention. Le pôle proximal est absolument avasculaire. Et donc j'insiste encore pour te dire, après je te laisse parce qu'il faut que je m'absente, qu'une fracture du pôle proximal du scaphoïde bien visible, récente, doit être opérée systématiquement. Voilà. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, peut-être j'ai oublié, mais le ligament scapho-lunaire, vous savez que ça bouge de 90 degrés, est précontraint en rotation. Donc, quand le pôle proximal est cassé, le ligament se détend et le fait tourner. Donc, il faut les opérer systématiquement. Tu as bien dit qu'il faut bien faire rentrer la vis très proche du ligament scapho-lunaire. Ça, c'est important pour bien l'enfiler comme ça. Voilà. Ça, j'insiste beaucoup. J'avais écrit un article il y a très longtemps, qui était le premier article, après un petit article d'Alno, sur le pôle proximal et les particularités de sa prise en charge. Voilà, c'est très bien, c'est très complet, tu as bien bossé, bravo. Voilà, je te laisse. On va regarder peut-être Je vais regarder le film alors, oui. Ouais, le temps qu'il y ait quelques questions. Hop. Dites-moi si vous voyez dites-moi si vous voyez pas la vidéo par contre. Ben, il faut que tu repartages l'écran alors, hein. Ah, d'accord, ok. Ah ben oui. Alors, là, partager. Il voilà, faut qu'elle te redonne la main, hein. Oui, et ben. Alors attends, clique là. C'est compliqué. Voilà. Vas-y, clique 2 fois.
En conversation. Non, c'est pas grave. Du coup, là, je fais quoi? C'est bon. Non, tu étais déjà en train de partager l'écran. Flo. Ah bon? Là. Non. Là. Clique sur ça. L'écran, il est déjà partagé là. Là, Ça marche. Voilà. C'est bon là? Oui, je pense que c'est bon. Vous me dites si vous ne voyez pas. Oui, c'est Philippe Chiron, ça marche très bien. Parfait, merci monsieur. Bon, ça, c'est ce qu'on fait dans le service, on va dire en pratique courante, le vissage rétrograde percutané avec la toute petite incision que vous faites sous contrôle scopique. Donc, hop, si je me mets. Hop. C'est compliqué l'informatique. Voilà. Alors là, il y a marqué pas d'hyperextension du poignet, parce qu'en pratique, Stéphanie Laclos ne le fait jamais avec une hyperextension du poignet. Mais si vous voulez, au début, ça peut être un petit peu plus facile hein, pour orienter le positionnement de la broche. Les deux sont faisables. Donc voilà, donc vous mettez votre broche scopie et vous faites votre point d'entrée. Il faut être à peu près au niveau de la STT pour votre incision. Et l'axe du scaphoïde, il faut à peu près s'orienter dans 45 degrés dans les deux plans. Donc, il faut s'orienter à peu près 45 degrés vers le bord ulnaire et 45 degrés en antéro-postérieur. Voilà, pas hésiter à passer dans la corne antérieure du trapèze. Si vous faites ça, pensez bien éventuellement à faire le petit méchage là, au sein du trapèze. Ça sera plus facile pour mettre la vis après. Donc là, normalement, vous allez sentir que vous allez passer d'abord votre STT, puis ensuite la fracture. Vous pouvez faire des contrôles itératifs et ensuite faire les fameuses 4 incidences dont on a parlé. Pour contrôler le positionnement de la broche, il faut qu'elle soit à peu près centrée, comme on l'a dit, hein, donc respecter au moins 2 mm avec la corticale antérieure. Donc là, c'est le cas. Vous voyez que là, la broche, elle n'est pas passée dans le trapèze, mais que pour le coup, si on avait voulu être dans l'axe, ouais, très légèrement. Oui, oui. Mais si on avait voulu être parfaitement dans l'axe du scaphoïde, il aurait fallu passer vraiment encore plus au sein du trapèze. Et donc ça, c'était vraiment le principal inconvénient qui était décrit sur ce vissage antérograde. En pratique, même avec un positionnement de vis comme ça, vous avez quand même de la consolidation au niveau du scaphoïde. C'est mécaniquement moins bien, mais ça marche quand même. Donc voilà. Vous adaptez votre positionnement de broche. Je ne sais pas si on va le voir après dans la vidéo, mais moi j'aime bien mettre une deuxième broche anti-rotatoire parce que comme ça sur les derniers mouvements, là il y a énormément de compression qui se met dans les vis. Les derniers tours de vis sont assez durs à donner et ça permet d'avoir une deuxième broche et d'éviter que ça tourne sur des fractures qui sont plus ou moins stables ou qu'on pensait à tort faussement stables. Donc voilà, vous surveillez la progression de votre vis et autant vous dire hein, que quand vous voyez ça, vous vous arrêtez pas. Quoi, hein. Il faut vraiment que la STT soit libre de tout matériel. Donc là, ça va très vite, mais c'est accéléré. En pratique, vous allez visser beaucoup plus lentement que ça. Voilà. Et vous contrôlez sur toutes vos incidences. D'une part, le positionnement de votre vis, la longueur. L'idéal, c'est que la totalité du filetage ait traversé votre trait de facture. C'est comme ça que vous obtiendrez votre meilleure compression. Ou alors, vous prenez d'autres vis. Nous, on a les SBI à Toulouse. Vous pouvez prendre les AQ-Track, là où le filetage est complet sur toute la longueur de vis. Voilà, le positionnement et la longueur. Le filetage est passé. Voilà. Ça se fait en ambu, ça dure en 15-20 minutes avec un peu d'entraînement, ça se fait sans problème. Voilà. Pas de débord scaphoïdien, hein, donc il faut bien sur les 3/4 vérifier que votre vis n'est pas trop longue, hein, ça c'est déjà vu, et pas de débord sur la STT. 15 jours d'attel fixe, et puis ensuite vous pouvez les libérer. Alors s'il n'y a toujours pas de questions, on va regarder des vidéos sur la cure de pseudarthrose. Là, tu crois que ça marche? Oui. Bon, dites-moi si vous ne voyez pas la vidéo. Tu es en train de partager. Ok, bon, super. Donc là, en fait, c'est une vue médiocarpienne où vous voyez votre fracture du scaphoïde, votre pseudarthrose, pardon.
et où on voit qu'il va y avoir un curetage et un nettoyage du foyer de fracture. Donc, du foyer de pseudarthrose, pardon, décidément. Donc au début, vous pouvez y aller avec une petite fraise de 2 mm et à la fin, si vous avez des curettes aussi de petite taille, vous pouvez y aller. Vous voyez que ça bouge, hein, donc la pseudarthrose, elle est vraiment elle est instable. Donc c'est un petit peu long sous arthroscopie, bien évidemment, parce que ça demande de nettoyer, d'enlever l'os au fur et à mesure. Mais c'est quand même des techniques minimales invasives et c'est intéressant de proposer ça aux patients. Voilà, et la dernière vidéo que j'avais à vous proposer, c'est la suite de cette intervention avec la greffe. Maintenant, vous voyez votre foyer de pseudarthrose et vous allez voir qui a été stabilisé parce qu'il y a eu la broche auparavant. Donc pareil, hein, il faut toujours faire des alternances entre le contrôle scopique et le contrôle arthro. Si vous avez une tour de Whipple qui vous permet de garder la traction en faisant des mouvements de flexion-extension du coude, c'est parfait. Vous n'arrivez pas à changer d'installation. Vous n'avez pas besoin de détracter, sinon bon, ben, ça prend un peu plus de temps. Mais ça se fait quand même. Et normalement, on devrait voir la petite carotte osseuse. Voilà. Hop, on voit le petit trocard avec le graisson spongieux qui arrive. Et puis ça, vous allez devoir venir le tasser au fur et à mesure avec un petit palpateur, une petite curette, ce que vous voulez. Donc bien évidemment, encore une fois, ça prend du temps parce que vous allez rincer à chaque fois, nettoyer un petit peu au shaver, puis reprélever une petite carotte, puis regreffer. Mais c'est techniquement assez satisfaisant quand on a fait ça et qu'on met sa vis en compression et qu'on contrôle la stabilité après sous arthro. Voilà. Je ne sais pas si à la fin de la vidéo on voit la fin de la greffe. Je crois pas. Ouais, là on voit quand même que ça commence à être bien comblé et qu'on peut passer à l'étape suivante. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Toujours pas. Bon. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail à dozer@chutoulouse.fr. C'est mon mail pro. Voilà, s'il y a des choses qui vous semblent pas claires. Je vous ai pas mis de dia de fin avec la biblio parce que je vous avoue qu'il y avait énormément d'articles. Mais si certains vous êtes intéressés, je peux vous envoyer des articles sans aucun problème. Voilà. Philippe Chiron, cette communication, elle a été filmée, donc vous pourrez la revoir, elle sera mise en ligne. Mais si vous voulez poser des questions, c'est très facile. Il suffit d'ouvrir votre petit micro en bas et on voit que vous voulez poser une question et on vous donne la parole. Essayez. Je crois que oui, ils maîtrisent très bien le scaphoïde ou alors je les ai complètement endormis. Mais on va s'arrêter là pour ce soir et puis bon courage pour la suite des cours pour le début de la main et à l'année prochaine. Merci. Merci. On ferme ? Je pense.